Bon bah écoutez les amis, là on est en route pour Paris, la capitale de ce beau pays qui est la France. Je sais pas combien de temps il restera un beau pays, mais en tout cas pour l'instant c'est Paris la capitale de ce beau pays. Bref, et donc eh bien je vais passer à la nouvelle librairie notamment pour récupérer plein de nouveaux ouvrages à vous chroniquer chaque semaine dans l'émission. Et puis j'en profiter pour voir des amis bien sûr, profiter un peu de la vie parisienne qui malgré tout eh bien a ses charmes, a ses atouts, même si il n'y a pas que ça et on n'est pas à l'abri de voir des dingueries parisiennes se passer. Voilà, on va rester en éveil. C'est ça aussi qui est de nos forces, c'est que quand on va à Paris, on n'y va pas avec les yeux béats d'Emily de Paris ou d'un touriste japonais qui n'a pas encore compris que la France n'était plus exactement la France et Paris n'était plus exactement Paris. Et donc je me retrouve dans les locaux de la nouvelle librairie à Paris, de la nouvelle librairie Maison d'édition, parce qu'il n'y a pas que la librairie, il y a aussi la Maison d'édition. Et donc vous avez tous ces bouquins qui sont là, il y en a d'autres évidemment autour de nous. Et l'objectif c'est donc de récupérer les bouquins qui me serviront pour les rubriques Ligne d'horizon dans Nouvelle Vague. Donc toutes les semaines je présente un ouvrage édité par la nouvelle librairie. On aura par exemple Courage, c'est le patron qui écrit, François Bousquet, Une fin du monde sans importance de Xavier Aimant qui est excellent. Bref, plein d'autres ouvrages à chroniquer dans Nouvelle Vague, j'ai hâte de vous les présenter. Bon, je suis en terrasse à Paris avec d'ailleurs une bonne bière et je continue quand même à bosser pour Sunrise. Pourquoi? Parce qu'il y a une vidéo qui est prévue aujourd'hui, une sortie qui est prévue, qui est planifiée. L'entretien avec Thaïs, 1h30 où on parle de conservatisme et aussi des relations hommes-femmes, qui sera sortie depuis longtemps au moment où vous verrez cette vidéo normalement. Mais il faut quand même assurer le lancement, donc la com, le petit tweet qui va bien. Donc même depuis une terrasse parisienne, eh bien, on continue à bosser pour Sunrise, à la vôtre. Bon, on se retrouve toujours à Paris, la nuit est passée, alors la soirée était très agitée, je ne vous ai pas montré parce que j'étais avec des amis, donc le but c'est pas de vous montrer les excès de la vie parisienne, mais par contre ça a été marqué cette soirée par la censure de la vidéo que je venais de poster avec Thaïs. Donc ça a été un calvaire pas possible, j'avais pas de PC sur moi, donc j'ai dû faire appel sur mon smartphone, donc faire appel à la censure de YouTube, avec 100 caractères uniquement pour le faire. Donc 100 caractères, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste le temps de dire bonjour, au revoir et puis c'est fini. Et puis donc j'ai prié, j'ai croisé les doigts et ce matin, là il y a quelques minutes quasiment, eh bien la nouvelle est tombée, heureuse, positive, l'appel a été entendu, la vidéo est de nouveau disponible, donc je suis hyper content, ça va permettre d'aborder cette journée positivement. Et donc après Paris, eh bien, je vais me laver un petit peu l'esprit et les yeux avec de la beauté et un joyau de l'histoire française et européenne, le château de Chambord qui est derrière moi. Et donc eh bien, je vais faire une petite visite de cette perle architecturale et historique avec grand plaisir. Je suis rentré dans le château, il y a évidemment un chef-d'œuvre dans cet édifice majestueux qui est cet escalier à double hélice, joyau européen par excellence. Les autres civilisations à cette époque, pour certaines, ne savaient même pas ce qu'était une marche, mais bien pendant ce temps-là, l'Europe faisait des choses absolument magnifiques. Bref, c'est un symbole de l'excellence européenne. Bon alors, ce qui est incroyable dans cette visite, c'est que il fait quand même un petit peu froid, il fait un petit peu humide, et eh bien, on se rend compte de ce que je dis souvent, c'est-à-dire que de manière peut-être un peu exagérée, mais pas tant que ça au final, le moindre des smicards d'aujourd'hui vit 10 fois, 100 fois mieux que le roi Soleil. Et là, ça se vérifie puisqu'on est dans le château de Chambord, qui est absolument magnifique, qui avait des technologies qui pour l'époque étaient énormes en termes de confort, typiquement un grand poêle en faïence et compagnie, enfin 3 grands poêles en faïence même. Mais malgré tout, eh bien les hivers, et là encore il ne fait pas très froid, hein, les hivers étaient évidemment très douloureux, hein, très durs, très rudes, avec des personnes qui sont d'ailleurs mortes de froid après des refroidissements de chasse. Bref, tout ça pour dire que, eh bien, on était à une époque qui était très dure, et aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais on a un confort qui est absolument immense. Ça revient à tout ce que j'ai pu développer dans les vidéos perspectives, que je vous invite vraiment à revoir, parce que
quand on est dans ce genre de situation, quand on est in situ, eh bien on se rend compte à quel point c'est vrai. Alors je parle même pas des paysans de l'époque, hein, même les plus riches personnes de l'ancien empire, eh bien vivaient des hivers extrêmement rudes et de manière générale une vie beaucoup plus rude que la nôtre. Donc voilà, ça me fait penser à ça. C'est quand même, je trouve, quelque chose d'important et qu'il faut se mettre dans la tête. On n'était pas forcément mieux avant. Alors derrière moi, cette formule de François Ier, pour ta race chérie, amour, point ne varie, une formule absolument magnifique et qu'on pourrait peut-être même remettre au goût du jour. Bon, alors on se trouve dans un endroit complètement improbable pour poursuivre ce vlog, puisque j'étais ce matin sur la plage d'Omaha, Omaha Beach, ce haut lieu du débarquement, donc dans cette guerre absolument atroce, et notamment Omaha, c'était vraiment une boucherie sanglante, absurde et dégueulasse. Et eh bien je me retrouve, avant d'aller à la Pointe du Hoc, qui est aussi un haut lieu absolument héroïque pour le coup, même si c'était un peu en vain, mais absolument héroïque, je me retrouve donc à une petite escale un petit peu indépendante de ma volonté, circonstances obligent, mais je me retrouve donc au McDonald's. Et là c'est assez fou, puisqu'on est évidemment dans un lieu qui symbolise pour beaucoup eh bien, les mauvais côtés de la victoire américaine et de l'impérialisme américain, ce qui est donc tout à fait ironique. Bref. Je vous parle de ça pourquoi? Parce que eh bien, je suis dans la France périphérique et c'est quelque chose qui me semble un petit peu oublié de beaucoup d'intellectuels de droite et de gauche d'ailleurs. C'est ce qu'est la France périphérique réellement. Et donc, on a d'abord la France périphérique dans la clientèle, c'est-à-dire qu'on a eh bien, des gens on est dans la Normandie, un peu oubliée, un peu déshéritée, une France périphérique qui est quand même loin des fantasmes parisiens sur la question. J'enfonce une porte grande ouverte, hein, mais il y a quand même certaines personnes qui ne le savent pas encore. Mais le McDonald's est devenu un peu l'équivalent du bar PMU d'antan, hein, pour tous les jeunes. Alors là, ça vient en motocross. Les jeunes, les vieux, les anciens, tout le monde se retrouve au McDonald's. Et ça, qu'on aime ou pas, c'est quand même un fait culturel à prendre en compte. Deuxièmement, c'est aussi la France périphérique dans les employés. Un seul extra-européen en cuisine d'un McDonald's, je peux vous dire que ça n'arrive pour les Parisiens, par exemple, c'est une vision complètement rêvée, idéale, fantasmée. Donc ça c'est assez incroyable parce que ça montre bien aussi que toutes les gens de gauche qui répètent que les immigrés sont venus faire le travail que les Français ne voulaient plus, finalement non, puisque les travaux durs de ce genre, cuisine du McDo pendant toute une journée, finalement les Français sont tout à fait capables de les faire. Bon, on est en route pour la Pointe du Hoc, juste je revenais quand même sur cette question du McDo, c'est quand même intéressant sociologiquement à analyser. Et il y a quelque chose qui est assez dingue, c'est que globalement pour bien manger au McDo, il faut dépenser au moins 15, 17, peut-être même 18 € par personne, si vous êtes un mangeur normal, j'ai envie de dire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a toute une partie de la population de la France périphérique, qui est quand même une population globalement assez pauvre, hein, et bien qui va mettre cette somme-là dans un McDo, alors que pour la même somme, ou en rajoutant juste 1 ou 2 €, elle pourrait aller sans souci dans un resto du midi ou autre, pour se prendre une formule entrée-plat de qualité qui remplit autant l'estomac. Et sociologiquement, c'est assez intéressant. En fait, ça me fait penser à quelque chose que j'ai en tête depuis plusieurs mois, qui est qu'il y a une intériorisation un peu d'une supposée ou réelle peut-être infériorité par rapport à des classes sociales supérieures, etc., etc. Je mets beaucoup de guillemets dans tout ce que je dis évidemment. Et qui fait par exemple qu'il y a beaucoup de familles qui pourraient aller par exemple à l'opéra ou voir un film un peu, comment dire ça, un peu d'auteur ou que sais-je, mais qui vont s'y refuser même par principe en disant l'opéra c'est pas pour moi, voilà, ça c'est pas de mon truc, ou rentrer dans un musée, non c'est pas mon sujet, c'est pas quelque chose que je veux faire. Il y a une intériorisation de ça qui est quand même assez incroyable et que je vois là-dedans. Et en fait, on réfléchit même pas. On veut aller faire un repas en famille ou entre amis, McDo. Voilà, on réfléchit pas. On se dit pas, je vais me faire un meilleur restaurant parce que peut-être, et là encore, c'est une hypothèse, hein, on a intériorisé quelque chose qui semble acté, quoi. Voilà. En route pour la Pointe du Hoc. Bon, on se retrouve en direct de la Pointe du Hoc. Il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez bien. Je me mets un petit peu rapproché. Lieu absolument extraordinaire. Je vous mettrai des petits bouts d'images
des traces qu'ont laissé les obus, des cratères gigantesques qui montrent la violence du pilonnage allié. Les Rangers qui ont gravi cette pointe du Hoc, cette falaise, quand ils sont arrivés au sommet, ils ont dû se battre corps à corps avec des Allemands. Tout ça dans des conditions vraiment apocalyptiques parce que le débarquement était vraiment très mal engagé, leur opération aussi. Bref, au-delà de ça, moi ça me parle déjà parce que je trouve que c'est un exploit formidable. Mais pour 2023, ça nous donne un peu, alors à la fois un peu d'effroi et un peu d'espoir, puisque même si ça a été effectivement très compliqué, globalement ça nous montre que si on a le courage, si on se donne à fond pour ça, on peut réussir à gravir une falaise sous le feu ennemi et pourquoi pas à mener des combats encore plus actuels qui nécessitent, alors autant de courage, ce serait très présomptueux, mais en tout cas qui en demande beaucoup. Mais on voit avec ce genre d'expérience que le courage, ça paie. Bon, je finis cette journée par la visite du cimetière américain où sont réunis de très nombreux Américains qui ont trouvé la mort lors de la bataille de Normandie. Donc c'est vraiment très impressionnant, évidemment, vous avez déjà tous vu les images. Plusieurs choses qui me frappent. Bon, premièrement, c'est tout bête, hein, mais le nombre, hein, je crois qu'il y a près de 10 000 tombes ici, et c'est qu'une partie des Américains qui sont tombés au combat lors de la bataille de Normandie. Alors il n'y a pas que les Américains, évidemment, il y a aussi des Anglais, des Canadiens, des Français, bien entendu. Et puis, on a peut-être tendance à trop les oublier, mais des Allemands également, qui étaient des Européens, et évidemment, ils avaient le costume de grands méchants. Ils occupaient la France après l'avoir envahie, et pas que la France d'ailleurs. Et voilà, j'ai pas envie de les oublier non plus dans cette histoire, puisque que ce soit la Première Guerre mondiale ou la Seconde, il s'agit avant tout d'une grande guerre civile européenne, qui est un immense gâchis. Ça me fait quand même immédiatement penser à ce qui se passe aujourd'hui aux frontières de l'Europe entre la Russie et l'Ukraine, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et avec d'ailleurs des images qu'on a vu passer un peu similaires, hein, même si le nom n'était pas le même, de croix comme ça, de cimetières, un petit peu de fortune. Bref, le parallèle est quand même évident. Cette grande guerre civile européenne de 14-45, c'est un gâchis immense. C'est voir qu'il y a à nouveau ce gâchis qui a lieu en Europe, franchement ça fait un petit peu déprimer. Puis autre chose aussi, alors c'est anecdotique, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est beaucoup plus léger, mais on est dans un lieu qui est sacré pour les Américains, et vous êtes au courant qu'il y a certaines personnes à droite qui pourraient douter de la réalité d'une unité civilisationnelle, alors pas parfaite et pas peut-être pas énorme, mais quand même qui pourrait douter de cette réalité civilisationnelle occidentale, c'est-à-dire de l'Europe géographique, mais aussi de ses projections démographiques, comme par exemple les États-Unis, le Canada, l'Australie. Et quand on est dans un lieu sacré comme celui-ci, eh bien, on se rend évidemment compte qu'il y a une continuité. Les sculptures qui ornent à plusieurs endroits le cimetière sont évidemment purement européennes. L'architecture, bref, tout ça montre qu'il y a évidemment une grosse unité civilisationnelle, voilà, qui n'est pas l'unité civilisationnelle occidentale, ce n'est pas l'unité civilisationnelle européenne, qui n'est pas elle-même l'unité civilisationnelle française, si on va jusque-là, passons. Mais il y a quand même quelque chose qui nous unit et qui me paraît très clair dans des endroits aussi sacrés où on voit des symboles qui font totalement écho aux nôtres. Voilà. Bref, c'est donc un endroit chargé d'histoire, de symboles. Ça donne envie de se battre toujours plus pour éviter que ce genre de folie ne reprenne. Et puis parce que tous ces gens, quel que soit leur camp, c'était des Européens, et quand on regarde ce qui est devenu l'Europe, on a presque envie de se dire qu'ils sont morts pour rien. C'est absolument dramatique. Je retiendrai une chose de tout ça, c'est vraiment le courage de ces hommes, face au feu, face à la bataille, face à l'ennemi, face à la mort. Et c'est une leçon de courage qu'on doit vraiment garder, nous, pour ces années qui viennent, parce qu'on va en avoir besoin. Voilà. Merci à tous et à bientôt.